Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek pour une vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr pour parler de ce final, de cette fin de saison épique de Stranger Things saison 4. Kerr est, comme à son habitude, un petit peu pâle, un petit peu trop proche de la caméra, mais c'est parce qu'il va être au maximum quand il va vous parler de cette saison. Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, on va faire une critique avec spoil, hein, puisque de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu les parties précédentes. Donc, vous avez vu aussi celle-là, on va partir de ce principe, d'autant plus que la série cartonne de ouf. Alors, mon avis sur ces deux épisodes vraiment particuliers, recontextualisons un petit peu, il y a une pause d'un mois. On a un épisode qui dure plus d'une heure et demie, on a un épisode qui dure 2h20. Ce qui a donné lieu à des tweets enflammés en disant regardez c'est plus long que Doctor Strange 2 naner. Ça n'avait aucun sens, mais c'est pas grave, ça a été dit sur les réseaux sociaux. Mon avis sur ces deux épisodes particuliers, c'est que c'était très bon. C'était à l'image de cette saison 4, on en a fait une critique d'ailleurs sur la chaîne, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur la première partie. C'est une saison qui a un antagoniste très clair qui est Vecna, qui continue de développer avec beaucoup d'intelligence ses personnages, une qualité d'écriture qui est évidente, beaucoup de moyens. Là, c'est indéniable. Netflix l'avait dit, ils ont donné un gros budget à cette série. Et notamment sur les derniers épisodes, on le voit avec la qualité des effets spéciaux, qui d'ailleurs explique pourquoi la série a été retardée à cause du Covid et de la post-prod qui a été plus longue que prévu. On a par exemple, moi, dans l'épisode 8, j'ai beaucoup aimé la scène, par exemple, avec l'hélicoptère et Eleven qui le défonce à distance. Euh, L'épisode 8 qui était un épisode qu'on sentait vraiment un peu de transition vers le grand final, la libération du trio en Russie, Eleven qui elle aussi essaye de se rapprocher d'Hawkins. Tout le monde essaye de se rapprocher d'Hawkins et tout le monde arrive à la même conclusion il n'est pas forcément nécessaire d'être à Hawkins. Pour être à Hawkins, c'est beau. Et le final de 2h20, alors moi j'ai été étonné par la construction de ce final, je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas trois épisodes avec par exemple une cassure au milieu, on va dire à un tiers de ces trois épisodes pour essayer de redynamiser un petit peu ça, parce que le dernier épisode était parfois un peu long, mais vraiment parfois, parce que globalement il est quand même très bien rythmé, très bien géré, il a des temps forts qui sont indéniables, mais peut-être que le fait de diviser en trois nous aurait permis de glisser un troisième élément percutant. On a la mort de papa dans l'épisode 8, on a le final enfin avec Max, etc. à la fin de l'épisode 9. Mais voilà, il y a des moments qui sont très forts dans l'épisode 9 et même dans l'épisode 8. Un des moments qui m'a le plus scié, c'est Will et sa relation avec Mike et le fait qu'on comprenne ses sentiments et que Jonathan, son frère, le comprenne également, et le discours entre Will et Jonathan, où Jonathan lui dit que peu importe tes choix, je serai toujours là pour toi. Et j'ai trouvé ça très très bien écrit, très bien amené sur un personnage, Will, qui était très en retrait depuis un moment. D'ailleurs, Mike, c'est pareil pour des raisons différentes, mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment bien amené. Et puis d'autres moments très forts, bien évidemment. On a encore peur pour Max. Moi, je l'ai vu morte encore une fois. Il y a le duel avec Vecna. Il y a il y a la scène avec Eddie, bien évidemment, qui est très très réussie sur Metallica. Même si j'aurais préféré qu'il y ait un solo de guitare plutôt que Metallica s'installe définitivement pour balancer le morceau. Euh, il y a plein de choses de très réussies. Il y a une vraie tension. Mais il y a un truc où on est d'accord, je le sais, mon cher Greg, et du coup, on en parlera peut-être après si tu veux de la communication de Netflix. On laisse pour l'après, d'accord, la communication de Netflix. Et je vais te laisser la main pour donner ton avis. Euh, Moi, globalement, pour résumer, mon avis sur Stranger Things Season 4, je ne m'attendais pas à aussi bien. J'ai toujours aimé la série, même la saison précédente qui avait été un peu conspuée. Moi, m'avait pas semblé aussi cata. Là, par contre, cette saison 4 est vraiment très très au-dessus. Et il y a un vrai travail sur les personnages. On s'attache beaucoup à beaucoup de personnages. J'ai notamment été très agréablement surpris de ce qu'ils ont fait de Lucas.
qui prend vraiment de l'ampleur à la fin. Et d'ailleurs, petite anecdote, à l'hôpital, il lit Le Talisman, qui est un livre de Stephen King. Et ben, figure-toi que c'est le prochain projet des frères Duffer, puisqu'ils vont l'adapter au cinéma avec Amblin. Voilà. Donc, ils ont fait un lien vers leur prochain projet. Ton avis, mon cher Greg, sur les 2 derniers épisodes de la saison 4 avant qu'on parle de la communication de Netflix, qui est un point où on est tout à fait d'accord et qui nuit un petit peu pas à la qualité des épisodes, mais plutôt à notre manière de les réceptionner. Pour quelqu'un qui veut pas parler de la communication Netflix tout de suite, il en parle beaucoup. Mais du coup, pour parler de la série, moi, j'ai tout simplement adoré. J'adore quand Netflix fait de la qualité. Une de mes séries préférées, je pense que c'est Marco Polo, sans aucun débat. Et là, et donc une série Netflix. Stranger Things, saison 1, c'était juste génial. La saison 2 était un petit peu en dessous, la saison 3 était encore un petit peu en dessous, et du coup j'avais peur que, comme ça, les gouttes de génie des Duffer Brothers tombaient en goutte à goutte dans le verre d'eau énorme des demandes de Netflix. Et puis au final, parce que bon... On en a déjà parlé sur la chaîne, mais pour résumer, ils avaient annoncé que ce serait sans doute en 3 saisons. Netflix leur a dit, écoute, si tu veux la valise d'argent qui est par là, c'est en 5. Les Duffer Brothers ont dit, ok, je vais prendre cette valise d'argent. Et du coup, évidemment, il y avait cette question de est-ce que l'histoire n'était pas trop étirée, et donc une histoire trop étirée, édulcorée, édulcorant, les 2 mots sont de la même famille. Et la vraie et vraiment, j'étais triste de voir Netflix, Stranger Things en tout cas, pas sous ses meilleurs atours la saison précédente. Et là, mais j'ai vraiment surkiffé. Et il y a plein d'éléments, pour rentrer un petit peu dans le détail, il y a plein d'éléments où vraiment j'ai senti une qualité. Il y a une intention au personnage qui est vraiment qui est vraiment constante, un respect des personnages qui sont écrits, un respect de la continuité des personnages. Pour vous citer quelques exemples, quand du coup Max, tout le monde se dit Max est morte, et que Elf va et lui... et vraiment essaye de la ramener. En fait, il y a toute une petite succession de montages sur les moments où Eleven était avec Max. Et on se rappelle qu'en fait, les deux ont un lien très fort. C'est pas juste elles ont été séparées pour une saison, etc. Elles ont un lien très fort. Et j'aime quand la série me rappelle qu'elle a posé ces jalons-là, qu'elle se souvient et que c'est important pour elle de savoir quels sont les liens entre les personnages, où est-ce qu'ils vont. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'il y avait cette ombre qui pouvait poser sur le début de cette saison. Parce que si on regarde son fonctionnement, en gros, on a... quand l'équipe des enfants des Goonies sont rassemblés, ils sont invincibles. Quand il y a Elf, quand il y a le reste des enfants originels, eh bien, ils vont toujours gagner. Quand il y a le shérif avec eux, ils vont toujours gagner, etc. Et donc, on les sépare, on met certains à l'autre bout de la planète, on retire ses pouvoirs à Elf. La question, c'est comment est-ce qu'on va recréer de l'enjeu en disant cette équipe ne peut pas perdre. Comment est-ce qu'elle va perdre? Comment est-ce qu'elle peut perdre? Et comment on peut de nouveau avoir un risque? Et en fait, sur ces questions, il y a plein d'extrêmement bonnes idées qui ont été mises. La première, c'est on va avoir un méchant qui tue de manière violente, et une des proies, c'est Max. Et Max, elle peut mourir. Elle peut mourir. C'est Vecna, c'est un très 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 gros méchant. Il est très dangereux. On a Elf qui n'a pas ses pouvoirs, qui galère à avoir ses pouvoirs, et on a vraiment une déconstruction en fait des forces de ces personnages qui évidemment vont retrouver petit à petit sur la fin de saison, qui je trouve est bien faite. On va travailler Elf. Qu'est-ce qui fait qu'elle peut avoir peur de retrouver ses pouvoirs? C'est avoir peur de devenir un monstre, peur d'avoir été un monstre. Et tout ça, c'est très bien fait. Ce qui est quelque chose qui... j'ai envie de faire un parallèle entre cette saison de Stranger Things et la création des personnages dans Game of Thrones, parce qu'on a des constructions narratives où en gros on a une histoire 1, une histoire B, et petit à petit elles viennent à se rejoindre, et on se rend compte du maillage de la toile
que les scénaristes ont créé est une toile cohérente. Et là, dans Stranger Things, dans cette saison, c'est le cas. Non seulement ces personnages sont étirés spatialement, mais aussi ils sont étirés en termes de mission. Chacun a une mission différente. Certains, c'est d'aller chercher Vecna. Eleven, c'est de retrouver ses pouvoirs. Et au final, cette toile de faire qu'en fait, on aurait dû comprendre que Vecna est numéro 1 et donc il est dans le passé de Eleven, j'ai trouvé que c'était parfaitement amené. On a toutes les pièces du puzzle en amont et en fait il aurait fallu qu'on fasse 1 plus 1 plus 1 plus 1. Je trouve que c'est vraiment très bien, très ciselé. On a la sensation que soit les scénaristes ils ont eu plus de temps, soit ils ont envie de mieux faire, mais vraiment on retrouve la qualité d'écriture de la première saison. La réalisation, elle est impeccable. Certes, c'est une série qui a du budget, mais parfois c'est fait avec un manque de goût. Là, j'ai jamais trouvé que les effets spéciaux étaient trop ou trop forcés. Vecna, son costume est pas toujours réussi, mais au moins il a la... Enfin, j'ai envie de dire, je préfère avoir un costume qui est pas toujours réussi que d'avoir un personnage en 3D un peu moche. Et là, on a vraiment un vrai acteur qui interagit avec d'autres acteurs, et donc on sent ça dans le jeu, et ils ont juste rajouté des éléments de son costume en 3D. Vraiment, j'ai trouvé ça très réussi. Bon, évidemment, leurs plans sont pas les plans les plus malins de la Terre, mais après tout, c'est une bande de gamins, donc c'est aussi normal. Et vraiment, enfin, j'en reviens. Enfin, bon, je parlais de réalisation, la photo est très jolie. Enfin, vraiment, la série est impeccable. Les thèmes musicaux sont pas très présents, mais suffisamment pour bien porter l'histoire. On a vraiment une série qui est une espèce de quality seal proof. Et derrière, bah, c'est ce qui se passe quand il y a un très bon scénario. Et c'est vraiment, j'étais hyper enthousiaste sur cette nouvelle saison. C'est juste dommage, on reparlera avec Art de la communication, mais c'est juste peut-être dommage qu'ils n'aient pas poussé le truc jusqu'au bout, peut-être en ayant un personnage important qui meurt et pas seulement un personnage qui a été introduit dans cette saison. Ça aurait été peut-être, on aurait senti encore plus d'enjeux. Là, je trouve que c'est vraiment peut-être le seul truc qui manque, c'est cette impression de danger sur les enfants, qu'ils sont en danger, qui peut-être manque. On voit pas 2 secondes Elf mourir, on voit pas 2 secondes Will mourir. Enfin, vraiment, on les sent trop protégés pour que ça crée une crainte. Mais voilà, vraiment une série très bien faite. Et il y a quelque chose que je n'ai pas senti dans les saisons précédentes et que j'ai senti beaucoup dans cette saison 4, c'est des bouts de ficelle, des bouts de pistes pour lier à une saison 5. Et on a vraiment la sensation que cette saison 5, elle va pas sortir de nulle part. Il y a beaucoup d'éléments, on en parlera dans une autre vidéo dédiée sur les théories sur la saison 5. Il y a plein de pistes qui sont posées, il y a plein de petits cailloux qui sont posés, et dans des proportions bien plus importantes que ce qui a été fait sur les saisons précédentes, pour nous amener à une conclusion sur la saison 5. Et j'ai envie d'avoir ton avis sur ça, mais il y a sur le point que je vais citer, Kerr, mais moi, ce qui m'a surpris et ce qui m'a fait plaisir, c'est que on a parfois c'est l'impression dans ces séries qu'elles sont un peu trop étirées, parce que en fait, le méchant de la saison, c'est un méchant qui est remplaçable, c'est celui de la semaine, il va mourir, il va être très dangereux, et puis les héros vont gagner. Là, le fait que on se rend compte que tout, depuis le début, tournait autour de Vecna, ça permet de se dire non, c'est pas un méchant, c'est pas le méchant de la saison comme il y a eu sur la saison 3 par exemple, c'est le méchant. On est en train d'avoir quelque chose qui est important. La ville, elle est vraiment marquée, elle a vraiment été cassée par les actions de la saison, là où on avait l'impression que les enfants avaient leur petite vie dans leur univers et que ce n'avait pas d'enjeu particulier. Là, on a l'impression que c'est le monde entier qui peut être fracturé si les héros ne gagnent pas à la fin. Et vraiment, cette sensation d'enjeu, de l'impression d'importance à ce qui leur arrive, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas la saison précédente. Et je trouve que c'est vraiment une grosse remontada de la part des scénaristes sur ça. T'en penses quoi, toi, du fait que ce soit soit le vrai méchant? Ben oui, c'est la vraie surprise, parce qu'en fait, pour moi, j'avais vraiment vu Vecna comme le méchant de la saison, très clairement identifié très vite et très réussi.
mais je le trouvais vraiment très réussi. Et que ça aille plus loin que ça, c'est une vraie surprise et une très agréable surprise. Moi, je vais parler de la communication, parce qu'on a parlé un petit peu tous les deux. Tu as dit un truc qui m'a fait réfléchir. Tu dis, bah oui, on les sent pas en danger, on sait très bien qu'ils vont pas mourir et tout. Moi, j'ai pas envie qu'ils meurent, aucun. Aucun dans cette série. Alors, autant sur GOT, quand on faisait des théories, on était d'accord pour en sacrifier quelques-uns, ou The Walking Dead, parce que ça faisait partie de l'ADN des séries. Stranger Things, c'est pas vraiment le cas. On a eu au final pas énormément de morts depuis le début. C'est surtout une bande de Goonies qui sont unis et qui font face à un truc complètement dingue, euh, mais, euh, mais ils s'en sortent parce que voilà, ils sont potes. D'ailleurs, accessoirement, ça m'a beaucoup fait penser à toi quand Mike parle d'amour avec Eleven parce que j'y ai vu le pouvoir de l'amour. Et encore une fois, le pouvoir de l'amour sauve tout. Un peu à la Supergirl. Mais ça passait là dans Stranger Things. Mais le truc, c'est que, en fait, là où on peut être déçu de la prise de risque des frères de Fer sur Stranger Things, sur les victimes, c'est qu'en fait, Netflix a teasé à n'en plus finir sur le fait qu'il allait y en avoir plein qui allaient y passer. Constamment, ils mettaient des photos de personnages en disant alors, pour qui cette saison va mal finir, ah, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Alors, ok, c'est une manière de teaser, de nous faire languir, etc. Mais ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Au final, qu'est-ce qu'il y a et tu sais qu'aux US, ils continuent de le faire, par exemple. Et alors, pas Netflix, c'est là où c'est dingue. C'est la presse maintenant le fait aux US, alors que la série est sortie, tout le monde sait que c'est Eddie qui meurt. Mais c'est pas grave, ils continuent en mode ah alors là, mais qui c'est qui a bien pu mourir dans l'épisode que vous avez vu hier, ou que vous avez oublié. Bon, bref. On n'avait pas besoin de ça. Surtout, comme je le disais, pour accoucher de quoi On a Max, on ne sait pas dans quel état elle est, la pauvre. On a Eddie qui décède. Et comme tu le disais, on en parlait en off, on est tous les deux d'accord sur le fait qu'il sacrifie le personnage qu'ils ont ajouté, qui remplaçait Billy, et il le sacrifie une nouvelle fois, en lui donnant un rôle génial, en mettant en avant Dustin, etc. etc. Ok, mais il n'y a pas de prise de risque. Est-ce que moi j'en voulais? Pas forcément. Mais si tu le teases, eh ben, du coup les gens l'attendent et tu leur donnes pas ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un peu dommage. Je vois pas l'intérêt en fait d'avoir fait ça. Je vois vraiment pas l'intérêt. Mais si ce n'est pour frustrer tout le monde à la fin. Mais surtout qu'on pouvait vraiment s'attendre à ce qu'il y ait des morts majeures. Tu vois, le décès je suis désolé, le nom m'échappe, du shérif, euh, était évidente parce qu'en plus, la manière dont ils ont construit l'épisode te fait penser qu'à n'importe quel moment, ils peuvent tous y passer. Lucas, quand il est étranglé par le Maboul qui fait du sport. Hopper, quand il est avec le Démorgogon. Bon, Mike, lui, est tranquille toute la saison, il est peinard, il lui arrive rien. Eleven, non, Eleven, elle peut pas y passer. Mais Max, on se dit qu'elle va y passer, c'est évident. Robin, Steve et Nancy, quand ils sont en train de se faire étouffer dans le couloir, il peut y en avoir un qui décède, tu vois. Donc, voilà, au final, ça a attisé comme des porcs. On a Brenner qui décède, on a Eddie, voilà, c'est tout. Il fallait pas teaser. Il fallait nous laisser tranquille dans l'innocence Stranger Things, dans le délire, dans le kiff, et pas forcément vouloir faire du goth quand tu vends Stranger Things. Stranger Things n'a pas besoin de Game of Thrones pour être une très bonne série. Voilà mon avis. Bah, merci à toi, Kerr. Je suis complètement de ton avis, donc il n'y a pas de débat. J'ai envie de dire que pour ceux qui sont intéressés, nous allons faire une deuxième vidéo qui sera spécifiquement sur les théories sur la saison suivante, parce qu'on sait que les gens qui aiment bien juste avoir les critiques des saisons et ceux qui aiment bien les théories qui ne sont pas toujours exactement les mêmes personnes. N'hésitez pas donc à vous abonner pour recevoir la notification de cette nouvelle vidéo dès qu'elle tombera comme ça, tout chaud, le petit pain au chocolat qui tourne du four. On se retrouve très vite. Mon cher Kerr, est-ce que tu veux mettre le faux de la main ou le mot de la fin, comme tu préfères? Qu'est-ce que tu nous dis donc?
Et ben mon mot de la fin, ça va être de la musique, mon cher Greg. J'ai beaucoup aimé la manière dont ils ont retravaillé le morceau de Kate Bush dans le final. Et aussi pour vous dire que la scène où on a Hopper qui revient et qui prend Eleven dans ses bras, le morceau qui est derrière et qui est magnifique, c'est un morceau qui s'appelle Deep de Peter Sandberg. Et j'étais très étonné de le voir dans cette série, puisque ça n'est pas du tout une création pour la série. C'est un morceau qui est là depuis plusieurs années et que j'écoutais depuis quelques mois maintenant, très 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 régulièrement. Ça doit être un des deux trois morceaux que j'écoute le plus depuis 2022. C'est un magnifique morceau, je vous invite à l'écouter. Il s'appelle Deep de Peter Sandberg. Voilà,